Il existe des lieux hors du temps, propices à la naissance des légendes. Des lieux presque magiques où naissent les histoires les plus extraordinaires. C'est dans ce cadre que Rennes-le-Château est probablement l'un des lieux les plus mystérieux au monde. Depuis maintenant plus de 50 ans, ce minuscule village du sud de la France a inspiré des centaines d'auteurs, attiré des milliers de chercheurs et fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Un tombeau caché, un trésor prodigieux, des documents secrets révélant une vérité sensationnelle, des codes mystérieux, des sociétés secrètes, des personnages étranges ou illustres. Tous ces éléments se sont au fil du temps assemblés à Rennes-le-Château et nulle part ailleurs. C'est indéniable que Béranger Saunière a fait des recherches de nature archéologique dans son église et autour de son église. C'est par sa hiérarchie que Saunière a été informé de quelque chose d'intéressant à trouver. Qu'a-t-il réellement trouvé? Car on peut vraiment penser que Saunière a trouvé quelque chose dans la région. On a de nombreux éléments qui nous prouvent qu'effectivement, il y a eu une découverte. On dit c'est pas possible, qu'il construise ça, c'est qu'il a trouvé un trésor. Certains, ils sont rares aujourd'hui, savent où se trouve la clé de l'énigme. Révéler la vérité maintenant, ça serait dur. Le vrai mystère de Saunière, c'est pas le trésor, c'est le grand secret qu'il a découvert. Beaucoup de personnes ont très mal compris ce que j'avais écrit dans ce bouquin. L'affaire de Rennes-le-Château restera un mystère encore très longtemps. Plus je creuse la question, plus j'ai de certitudes. Posez pas plus de questions là-dessus. Pour comprendre l'affaire de Rennes-le-Château, il faut d'abord s'intéresser à un personnage central, l'abbé François Béranger Saunière. Un curé de campagne arrivé en 1885 et qui en quelques années va laisser dans le village des constructions remarquables et fort coûteuses. Ces dépenses démesurées sont toujours en partie visibles aujourd'hui. On peut y voir l'église, rénovée à grands frais et particulièrement chargée de décorations en tout genre. Les jardins aménagés qui, à l'époque, comprenaient une serre, des fontaines, un mini-zoo, la tour néogothique dite tour de Magdala, ou encore une villa bourgeoise appelée à l'origine Villa de Marie, puis Villa Betania. Ce sont bien sûr toutes ces constructions et le train de vie étonnant de l'abbé Saunière qui ont très vite fait naître dans le village une rumeur de trésors. C'est vrai qu'au début, les constructions de Saunière ont quand même suscité une certaine curiosité. On n'était pas habitué à ce qu'un curé arrive et en quelques années, comme ça, se bâtisse, je ne dis pas un empire, mais enfin un petit monde à lui, quand même coûteux, parce que les gens n'étaient pas idiots, ils savaient qu'une construction, ce n'était pas bon marché. Donc, les gens se posaient des questions. C'est évident qu'il a trouvé des choses. Et on n'empêchait pas les gens de dire « Atrapaquicon », on disait en occitan, il a trouvé quelque chose. On disait « c'est pas possible, qu'il construise ça, c'est qu'il a trouvé un trésor ». Mais la loterie nationale n'existait pas encore, donc c'était un trésor. Mais ça n'allait pas plus loin. Alors, trouver quelque chose, je veux dire, peut-être pour de pièces d'or ou d'argent, mais personne n'était au courant, finalement, de la vie telle qu'il avait menée à un certain moment, avec les messes en particulier. Et on peut le dire, ces intentions de messe qu'il aurait dû reverser à l'évêché, qu'il ne fait pas. Même s'il recevait des dons, de l'argent de messe, etc. Bon, mais ça, les gens ne le savaient pas. Et c'est vrai que ça, à Rennes-le-Château, on ne savait pas. Et donc, on se bornait à dire il a trouvé quelque chose. Voilà. On voit très bien que M. l'abbé ne pouvait pas dire oui, je suis riche grâce à des dons et à du trafic de messe. Donc, il a certainement laissé courir, voire accréditer la légende M. l'abbé a trouvé un trésor, parce que finalement, c'était la formule la plus respectable pour justifier de son enrichissement et de la matérialisation de son enrichissement, c'est-à-dire des constructions. L'abbé Saunière aurait donc laissé courir la rumeur d'un trésor pour protéger un trafic financier peu glorieux. Aujourd'hui, grâce à de très nombreux documents, courriers et autres carnets de comptabilité retrouvés dans les archives ou dans les effets personnels de l'abbé, il n'y a guère de doute possible. Béranger Saunière s'est enrichi en très grande partie grâce à des dons et des trafics de messe.
pour Laurent Buchholzer, qui a travaillé longuement sur ces documents, ces faits sont clairs et irréfutables. Parmi les différents documents qu'on a pu trouver dans les papiers de l'abbé Sonnière, il y a toute une description des courriers qu'il envoie et qu'il reçoit et qui décrivent 30 000 courriers. Sur ces 30 000 courriers, 20 000 sont consacrés à des demandes de messe et à des réceptions de messe et à des remerciements pour ces messes. À partir de là, on arrive à compter les messes. Et quand on compare avec ce qu'on sait de sa comptabilité, effectivement, ça explique très très bien l'origine de sa fortune. L'énigme de l'enrichissement de Béranger Saunière serait donc résolue. Il n'y aurait donc plus de mystère, en tout cas sur ce sujet fondamental. Pourtant, en regardant plus précisément la comptabilité du curé de Rennes-le-Château, on peut encore se poser quelques questions. Donc quand on regarde le détail de son trafic de messes, on s'aperçoit qu'il y a deux périodes. Il y a ce que j'appelle la première période qui est locale et qui correspond à la réfection de l'église. Donc là, on n'a pas de mystère, on sait qu'il a été appuyé par le Cercle catholique de Narbonne, qui est une association catholique monarchiste, très anti-républicaine, qui œuvrait à l'époque à Narbonne et au sein de laquelle on retrouve son frère. On sait qu'il a demandé de l'argent et qu'il a reçu un soutien financier, et on trouve d'ailleurs la signature de cette association dans l'église. Le fameux « Par ce signe tu le vaincras » était la devise du Cercle catholique de Narbonne. Ce symbole, en latin, que l'on peut voir sur le fronton de l'église, mais aussi à l'intérieur, juste au-dessus du célèbre diable bénitier, serait donc la signature des bienfaiteurs de l'abbé Sonnière. L'église sera donc entièrement restaurée grâce à quelques apports personnels de l'abbé, mais surtout grâce au Cercle catholique de Narbonne. Mais les travaux ne vont pas s'arrêter là. Et les années suivantes, Béranger Saunière aura besoin de beaucoup plus d'argent pour édifier son domaine. Lorsque l'église est terminée, ses financements s'arrêtent, et là, la chose devient curieuse. C'est-à-dire qu'il va s'adresser à toute la France, ce qui est complètement inhabituel dans le cadre de l'époque. Et toute la France, sauf l'Aude, et à partir de là, effectivement, il va recevoir des dons pour l'édification de la villa. Mais ça, c'est un vrai mystère, parce qu'on n'a jamais compris qu'est-ce qui motivait ces donateurs, et il était totalement anormal qu'ils reçoivent des dons provenant de l'extérieur du diocèse. Autre mystère à l'examen de la comptabilité de l'abbé, on peut noter durant certaines périodes une incroyable régularité des dons de messe. Et ce n'est pas tout. Laurent Buchholzer a aussi relevé d'autres aspects curieux de ce financement. Ce qui est étonnant dans ces financements, dans cette deuxième partie du financement, c'est qu'il s'adresse a priori à des personnes qu'il ne connaît pas personnellement, et il a un taux de retour sur ces demandes de messe qui est de 95%. Donc on se doute bien qu'il y a derrière une logique, il y a une raison, il y a une organisation derrière qui soutient Béranger Saunière, mais à ce jour, on n'a toujours pas identifié laquelle. Une organisation, un cercle, serait donc derrière ces financements opaques. Mais pourquoi donnerait-on des sommes très importantes à un simple curé de campagne perdu au fin fond de l'Aude? Pour certains, et notamment pour le journaliste André Gallo, il est possible que Saunière n'ait pas été le seul à bénéficier de cette manne financière. Il y a quelques prêtres comme ça, dans le coin, qu'on connaît, qui ont une notoriété autre que ceux qu'a Saunière. Et qui ont été, on dit vulgairement, nommés ici, alors qu'ils avaient des postes dans la hiérarchie religieuse ailleurs beaucoup plus élevés, qu'on comprend mal pourquoi ils ont été ici, dans la région du Razès, à cette époque-là. Nous sommes en 1885. Et les années qui suivent, disons 87, 90, 91, la pleine période où Saunière réalise beaucoup de choses. Même s'il est impossible de le prouver, Saunière aurait pu faire partie d'un petit cercle d'ecclésiastiques missionnés pour collecter discrètement de l'argent à travers toute la France. Mais pour quelle cause? Pourquoi dans ce secteur? Et comment expliquer l'argent dépensé par Saunière pour ses constructions et son niveau de vie? Et Saunière, peut-être, n'a pas été aussi honnête avec l'argent qu'il recevait que les autres. À tel point qu'à un moment donné, il a été laissé, comme on dit vulgairement, sur la touche. Ce qui ferait dire aussi qu'à un moment donné, il n'avait pas l'argent qu'il avait avant. Je n'en dirai pas plus. Une autre question reste en suspens. L'évêque de l'époque, Monseigneur Billard, était-il au courant d'un trafic financier dans son diocèse?
Ce qui est certain, c'est que Monseigneur Billard fut lui-même accusé très sérieusement d'avoir détourné l'argent de la caisse de retraite des prêtres, mais aussi d'avoir fait de la captation d'héritage sur des sommes considérables. En 1902, c'est Monseigneur de Beauséjour qui va lui succéder à la tête de l'évêché de Carcassonne. Quand Monseigneur de Beauséjour est arrivé à Rennes, c'est lui qui a commencé à chercher à comprendre comment un curé de campagne avait bâti sur le rocher de Rennes-le-Château un domaine aussi important. Et les débuts des ennuis de Bérenger-Saunière vont commencer là. Très rapidement, l'évêque demandera à Saunière des comptes précis et surtout de ne plus envoyer de demandes de messe hors du diocèse. Mais cela fut sans effet et a débouché dès 1909 à une demande de mutation suivie d'un procès. Ce procès est une action assez délicate de la part de l'évêché puisqu'ils sont au courant depuis 1900 du fait que Bérenger-Saunière commande des messes en dehors du diocèse. Pourquoi est-ce qu'ils attendent 1910 pour lui faire un procès? Et quelles sont les vraies raisons qui motivent le déplacement de l'abbé Saunière? Ça, on ne le sait pas. Bérenger-Saunière va donc devoir rendre des comptes à ses supérieurs, des comptes qui seront souvent flous et volontairement tronqués. Si le procès que l'évêché intente à Bérenger-Saunière est un procès de mauvaise foi, le comportement de Bérenger-Saunière laisse aussi peu de doute, il est de tout aussi mauvaise foi que son évêché. Il va laisser traîner beaucoup de réponses, beaucoup de documents, et il a un avocat qui est peut-être pas le meilleur avocat possible dans le sens où c'est un procédurier. Et c'est un amoureux de la procédure, là où probablement on aurait pu choisir un arrangement. La procédure engagée par l'évêché va profondément marquer Bérenger-Saunière et surtout salir son image. Mais face à cette épreuve, il ne sera pas seul. On a pu retrouver dans ses courriers de nombreuses lettres de soutien. Durant son procès, Bérenger-Saunière va bénéficier du soutien de son réseau d'amis proches. Beaucoup de curés, et d'autres vont être plus distants. Il est aussi question, dans la correspondance qu'il lui a adressée, souvent de secret. Soit du secret qu'il a invoqué, qui était le secret de la confession, et dont il ne souhaite pas être relevé, soit d'affaires qui sont mystérieuses, comme par exemple une phrase dans la lettre « La mort du pauvre abbé Gaudissart aurait-elle réveillé de mauvais souvenirs ?» Malgré toutes les enquêtes que nous avons pu mener, nous n'avons jamais su en quoi Gaudissart avait pu réveiller de mauvais souvenirs. Durant des années, Bérenger-Saunière évitera de se rendre à toute convocation. Il ne présentera jamais ses véritables comptes et finira par écoper de diverses sanctions tout au long de son procès qui durera jusqu'à la fin de sa vie. Les conclusions du procès sont assez évidentes. Bérenger-Saunière est coupable de trafic de messes et pouvait difficilement en être autrement. Il refusera toujours finalement de se mettre en règle, ce qui fait que sa suspensa divinis durera jusqu'à sa mort. Il ne sera relevé de sa suspense sur son lit de mort. Une suspensa divinis, c'est-à-dire qu'il n'aura plus le droit de célébrer la messe. Donc, et pourtant, l'évêché avait essayé d'arranger les choses avant la sanction finale en lui proposant une mutation dans un village qui s'appelle Coustouge, qui est plus grand du reste que Rennes-le-Château. Et l'abbé Saunière, là encore, bottera en touche et refusera la mutation en expliquant benoîtement que ses intérêts, ses affaires le retenaient à Rennes-le-Château et qu'il ne pouvait pas s'en éloigner. Bérenger-Saunière disparaîtra en janvier 1917. Victime probablement de certains excès, il fut terrassé après une attaque sur le chemin de ronde à l'entrée de la tour Magdala. Tous ses biens seront légués à celle qui aura partagé sa vie pendant plus de 30 ans, Marie Desnarnaud. Cet héritage extraordinaire comprenait la totalité du domaine, la villa, les jardins et tout le mobilier. Quand il va mourir en 1917, il va laisser Marie Desnarnaud avec ce qu'il faut, parce qu'on est à la campagne, donc il y a des poules, des lapins, des canards, voilà. Mais à mon avis, avec peu de choses pour vivre, même si Marie Desnarnaud se plaisait à dire, avec ce que le curé a laissé, il y a de quoi faire vivre le village pendant plusieurs générations. On voit bien qu'elle est endettée de partout, elle ne peut pas payer et elle n'a pas un sou devant elle. Donc, ne me dites pas que Saunière avait une fortune, qu'elle avait trouvé un trésor. Marie Desnarnaud va avoir de très gros problèmes financiers puisque les achats qui ont été faits à son nom l'obligent à payer des impôts sur à peu près le quart de la superficie du village. D'autre part, les guerres de 14-18 avaient vu l'inflation galoper, donc dès 1920, dès les années 1920, elle est à court d'argent. Elle se plaignait toujours auprès des habitants de Rennes
à seule fin qu'on la prenne en considération. Et ça n'est arrivé que mon père, à un certain moment, a fait une demande pour qu'elle soit dans les personnes assistées du département de l'Aude en tant que personne physique. Et elle a obtenu une carte d'invalidité. C'est dire donc à ce moment-là l'état de précarité dans lequel elle se trouvait. Durant les 30 années qui suivirent la mort du prêtre, Marie vivra seule au presbytère. Elle avait pour habitude de se rendre tous les soirs vers minuit sur la tombe de son cher abbé. Durant tout ce temps, l'histoire d'un trésor découvert par l'abbé Saunière à la fin du XIXe siècle s'estompera doucement, mais ne tombera jamais vraiment dans l'oubli. De 1917 à 50, on trouve une seule trace. Alors on en trouve une quand même, qui est un ouvrage d'un érudit local, membre de l'Académie des sciences et des arts de Carcassonne, qui s'appelle Jean Giroux. Et le Jean Giroux a écrit un bouquin qui s'appelle Itinéraire en terre d'Aude, qui est un peu le guide Michelin vert de la région. Et quand il parle de Rennes-le-Château, il fait allusion à le village d'un curé qui aurait trouvé un trésor. Donc ça, 1936. Donc ce qui prouve que ce que racontaient les villageois, Monsieur l'abbé a trouvé un trésor, continuait dans les familles à se raconter. La rumeur d'un trésor aurait donc discrètement persisté. Les habitants se questionnant probablement devant les constructions étonnantes de l'abbé Saunière. Mais les villageois, à cette époque, ne s'intéressaient pas vraiment à ces quelques curiosités pourtant bien visibles. Comme par exemple cette dalle, dite des chevaliers. Ce diable, unique au monde, accueillant les croyants dans l'église. Les peintures énigmatiques sur l'autel. Ou encore ce pilier carolingien curieusement positionné à l'envers. Il faudra attendre la fin des années 40 pour voir l'affaire de Rennes-le-Château prendre véritablement naissance et mettre tous ces éléments, et bien d'autres, au cœur d'une autre histoire. En 1946, l'héritage de l'abbé Saunière et l'intégralité de son domaine allaient bientôt changer de propriétaire et de destin. C'est à cette époque que Marie Desnarnaud, alors âgée de 77 ans, va faire la connaissance d'un certain Noël Corbu et de sa petite famille. Ça faisait très longtemps qu'elle habitait seule, puisque ses parents sont morts en 28 et en 30, donc ça faisait longtemps qu'elle était seule dans son presbytère, et donc mon père a réussi à la convaincre à lui vendre le domaine en viager, à condition qu'elle puisse rester avec nous, au presbytère. Elle ne voulait pas quitter le domaine où avait vécu Béranger Saunière et elle-même, et donc elle faisait de telle manière qu'elle préserve jusqu'à la fin de ses jours ses entrées au presbytère et ce domaine qu'elle avait connu. Ça lui fendait le cœur, on va dire, de quitter ce lieu où elle avait vécu, d'abord, comme on dit, son rêve avec l'abbé Saunière, et puis où elle était bien, parce qu'on a beaucoup exagéré quand même la misère de Marie. Marie était pauvre, ça c'est vrai, mais enfin elle avait quand même du répondant, comme on dit, elle pouvait vendre, elle se débrouillait toujours. Comme je disais, à l'époque, elle avait des soucis pour payer les impôts, il lui fallait du liquide, mais elle avait ses lapins, elle avait ses poules, elle avait ses œufs, voilà, donc elle n'était pas si malheureuse que ça. Marie Desnarnaud disparaîtra le 29 janvier 1953. Elle sera enterrée juste à côté de son cher abbé dans le cimetière de Rennes-le-Château. Elle emportera ses secrets, mais elle laissera des quantités de documents en tout genre ayant appartenu en grande partie à l'abbé Saunière. Noël Corbu deviendra le nouveau propriétaire des lieux. Lui et sa famille s'installeront dans la Villa Béthanie, qui au bout de quelques années sera transformée en hôtel-restaurant. Durant les premières années, à Rennes-le-Château, Noël Corbu s'intéressera de très près à l'histoire de l'abbé Saunière et surtout aux déclarations mystérieuses de Marie Desnarnaud concernant un extraordinaire secret qui aurait pu le rendre très riche. Elle disait que plusieurs choses. Avec ce que monsieur le curé a laissé, on pourrait faire vivre le village pendant 100 ans et il en resterait encore. À droite, elle disait, pauvre Maïnach, ces pauvres enfants, vous marchez sur de l'or sans même le savoir. Et alors, si je pouvais dire tout ce que je sais, voilà, des choses assez mystérieuses, voilà. Et à mon père, qui avait 18 ans quand l'abbé est mort, qui aimait bien aller voir Mlle Marie, il lui avait dit, ah, ça de monsieur le curé, il ne faut pas y toucher, c'est sacré. J'ai toujours pensé qu'avec mon père, elle doit lui avoir dit certaines choses, mais pas tout.
Et on pensait qu'elle le lui dirait à sa mort. On pensait qu'elle était liée peut-être par un secret qu'elle avait dit de maintenir et de ne dire qu'à sa mort. Et puis les circonstances ont fait qu'elle n'a pas pu. Pendant un moment, il a mis quand même un bon petit moment avant de monter l'hôtel. Et donc, il a eu le temps de discuter avec les gens du village, un peu avec tout le monde, hein, et il a appris un peu ce qu'était le curé. Malgré les nombreux indices dont il disposait et quelques fouilles sur le terrain, Noël Corbu ne parviendra jamais à mettre la main sur un trésor. Sa seule richesse à Rennes-le-Château se résumera au vaste domaine surplombant les vallées du Razès et à son hôtel-restaurant, dont l'isolement géographique le rendait difficilement viable. Il fallait trouver une idée pour attirer de nouveaux clients dans cet hôtel du bout du monde. La solution fut aussi simple que judicieuse, faire connaître cette histoire incroyable du curé et de son trésor. Noël Corbu va se mettre à raconter de belles histoires sur le curé au milliard, des histoires qu'il racontera aux touristes de passage, des histoires qu'il enregistrera sur bande magnétique pour passer dans les salles à manger. Et donc ces belles histoires vont faire tam-tam et évidemment vont arriver aux oreilles de nos amis journalistes de Limoux. Le Midi Libre, la Dépêche, notre ami André Gallo était dans le coup. Monsieur Corbu a monté son restaurant ici. Quelque temps après, il a fait des repas et notamment le frère à mon beau-frère a réservé l'hôtel La Tour pour faire le repas de mariage et même les mariés ont couché le soir à la Villa Béthanie. Hein, ça se faisait. Et évidemment, un repas de noces traîne tout le temps. Disons que sur le coup d'11h minuit, on avait envie de prendre un peu l'air. Certaines personnes se trouvaient dans le parc actuel de Saunières. Et lui nous a raconté, la première fois que j'ai entendu l'histoire de Rennes-le-Château, c'est Corbu qui l'a raconté. Il devait être à peu près minuit dans le parc de la Villa Béthanie. En quelques mois, et grâce à de très nombreux articles dans la presse locale, puis un peu partout en France et même jusqu'en Belgique, l'endroit va gagner en notoriété. Il deviendra la nouvelle terre de prédilection des chercheurs de trésors, mais pas seulement. On est entre les années 50 et le début des années 60, où il y a des personnages assez étranges qui vont s'intéresser à l'affaire, qui tournent autour de la région et qui s'appellent l'un Pierre Plantard et l'autre son acolyte le Belge, le marquis Philippe de Chérizet. Et alors, il va se passer une chose extraordinaire, c'est que ces deux personnages, mais notamment sous la plume de Pierre Plantard, vont se mettre à créer une histoire fabuleuse. Et cette histoire fabuleuse tient en quelques mots. Il n'y aurait pas de trésor à Rennes-le-Château, mais un secret, gardé ici depuis des centaines d'années par un ordre mystérieux, le prieuré de Sion. Ce secret serait en fait lié à une descendance royale et caché depuis des générations par les prêtres du village et des alentours. À partir de cette époque, de nouveaux documents vont apparaître à Rennes-le-Château. Des parchemins codés, des stèles funéraires énigmatiques, des cryptogrammes, des tableaux célèbres comme les bergers d'Arcadie du peintre Nicolas Poussin, ou encore des éléments peints au cœur même de l'église de Rennes-le-Château. Tout cela va servir de base à Pierre Plantard et Philippe de Chérizet pour leur permettre de réécrire l'histoire de Bérenger-Saunières et de Rennes-le-Château, mais aussi l'histoire avec un grand H. Cette création, c'est une création littéraire par le biais de ce que j'appelle de vrais faux documents. Ça ressemble à du vrai, mais c'est de l'archi-faux, qu'ils vont déposer pour donner de la crédibilité à la BNF, à la Bibliothèque nationale, en accréditant l'idée que on va faire de l'histoire. La dynastie mérovingienne ne s'est pas éteinte, que les descendants des Mérovingiens ont traversé l'histoire, et du reste,
On se souvient de la dalle des chevaliers. Et sur la dalle des chevaliers, il y a 2 chevaux avec des personnages et un enfant. Et cet enfant pourrait être un descendant mérovingien qui aurait été amené à Redae, à Rennes-le-Château, en exil, pour le protéger contre la vindicte des maires du palais de l'époque, puisque le dernier des mérovingiens, Dagobert II, a été assassiné près de Stenay, et son fils aurait été emmené en exil à Redae et aurait fait souche. Et donc nos 2 personnages extraordinaires vont accréditer cette idée et la développer jusque nos jours. Donc les mérovingiens auraient fait souche à Rennes-le-Château, et Pierre Plantard lui-même serait le dernier de la lignée mérovingienne. Une histoire totalement revisitée et pour le moins curieuse. Des descendants de rois mérovingiens, des tableaux de Nicolas Poussin et de faux documents cryptés, on est assez loin de l'histoire originelle de l'abbé Saunière. Au milieu des années 60, ce sont plutôt les chercheurs de trésors qui vont envahir le village. De nombreuses théories se développeront sur l'origine ou la localisation d'un fabuleux pactole. On parlera alors du trésor des Templiers, de l'Arche d'Alliance, du trésor des Visigoths ou des Cathares. Mais Plantard et de Chérizet ne chercheront pas de trésor. Leur objectif semblait être différent. Et pour le comprendre, il faut s'intéresser à leur personnalité. Pierre Plantard, il est né en 1920 à Paris. On a un parcours dans sa jeunesse qui est assez indéterminé. Bon, on le voit dans les milieux plutôt très à droite, a priori. Ce qui est certain, c'est que très tôt, très jeune, il entre dans les milieux, on va dire, ésotériques. Ses premiers écrits datent des années 1940. Il s'agit du journal Vaincre. Alors le journal Vaincre est censé émaner là encore d'un ordre assez puissant, d'après ce qu'en dit Plantard à l'époque, l'Alpha Galate, un ordre chevaleresque, proche du prieuré de Sion dans sa représentation. Ce qui est certain, c'est que quand on lit ce journal, donc, qui est présenté comme un journal collaborationniste, pétainiste, en général on s'en tient là, mais quand on le lit, on voit bien qu'il y a une ligne spiritualiste derrière, il y a énormément de références à l'ésotérisme, à l'alchimie, à la pensée, on va dire, de Paul Lecourt et au mythe de l'Atlantide. Donc, d'entrée de jeu, Pierre Plantard se situe dans une mouvance ésotérique, et en fait, c'est le fil rouge de sa vie. C'est-à-dire que toutes les publications qu'on a conservées de lui s'inscrivent dans cette direction-là. Philippe de Chérizet, à la base, c'est un artiste. C'est-à-dire que c'est un homme de lettres. Il écrit sous le nom d'Amédée, notamment. Il est dans une mouvance, on va dire, satirique, humoriste. Il appartient à la Société de Pataphysique, donc il est dans ce milieu littéraire-là. Et c'est également un acteur et un homme de radio, puisqu'il anime avec Roland Dubillard des émissions qui ont un certain succès. Il monte également sur les planches, il fait du théâtre. Philippe de Chérizet, s'il vous voulait une description, c'était un éternel étudiant attardé. Toujours en quête d'informations, de détails, d'anecdotes. C'était un érudit, il avait une culture extraordinaire et un sens de l'humour hypertrophié. Je pense qu'il est capital, pour bien comprendre le travail que ces 2 hommes ont fait ici, de se replonger dans les écrits littéraires de Philippe de Chérizet, parce qu'un certain nombre, on va dire, de techniques littéraires apparaissent, et ça nous permet de comprendre comment a été écrit le mythe de Rennes-le-Château. Alors, je vais juste prendre un exemple, c'est Livre à vendre de Philippe de Chérizet, qui a été écrit donc, par Philippe de Chérizet et Roland Dubillard. C'était les 2 compères qui animaient cette fameuse émission radio. Au dos de ce livre, on voit sur la 4e de couverture, en gros, la mention Prix Goncourt 1977. Et un certain nombre de bouquinistes s'est laissé prendre au piège, c'est-à-dire que ce livre, sur leur catalogue, dans la notice, est référencé comme ayant obtenu le prix Goncourt 77. Mais en fait, quand on regarde de près, en tout petit caractère au-dessus, on a écrit « Ce livre n'a pas encore obtenu le prix Goncourt 77 ». Et alors, c'est dans le ton humoristique décalé de Philippe de Chérizet, mais ce qui est intéressant quand on s'intéresse à ce qu'il a fait ici après, c'est qu'on a une façon d'écrire qui apparaît là. Et la façon d'écrire qui apparaît, c'est que c'est pas ce qui est écrit en très gros qu'il faut regarder, parce que si on ne regarde que ça, on va se tromper sur le sens, mais il faut regarder ce qui a été écrit en tout petit, juste à côté, et qui explicite et précise le sens de ce qui est écrit en gros. Et le mythe de Rennes-le-Château est construit de cette façon-là.
Les bases de la légende de Rennes-le-Château sont donc une création de deux personnages, Philippe de Chérizet et surtout à l'origine Pierre Plantard. Mais comment deux hommes aussi différents, un mystique et un acteur humoriste, ont pu se connaître et s'associer pour faire naître ce mythe? Ça c'est très trouble encore parce que Pierre Plantard a raconté des choses sur le sujet, il se serait rencontré dans un certain milieu à Paris, mais c'est toujours le problème, Plantard est un mystificateur, donc où est le vrai, où est le faux? Philippe m'a raconté qu'ils se sont connus à l'époque où ils suivaient des cours post-scolaires traditionnels, les cours du soir, mais facultaires. Philippe notamment étudiait le chinois, qu'il lisait, écrivait et parlait couramment chinois mandarin. Et c'est sur les bancs de ses facultés post-scolaires qu'il a connu Plantard et que l'amitié s'est nouée. C'est ce qu'il m'a raconté. La relation entre Philippe et Plantard était très surprenante. C'était une sorte de binôme qu'on ne saurait pas inventer. Plantard était froid, distant, autoritaire, glacial même. C'était aussi un excellent comédien. Et Philippe, je vous le dis, jouait un rôle. Alors il y avait cette espèce d'astre noir autour duquel tournait une étoile consciente de n'être qu'un satellite et qui s'en amusait bien. Tous les ingrédients, réels et apportés par Pierre Plantard et Philippe de Chérizet, étaient donc réunis à Rennes-le-Château au milieu des années 60. Mais pour faire connaître l'histoire et le mythe de la Bessonnière, il fallait un écrivain de génie que Pierre Plantard va amener à Rennes-le-Château. Cet écrivain est aussi un journaliste, son nom, Gérard de Sède. C'était un baroudeur, Gérard de Sède. Mais c'était quelqu'un qui était passionnant parce que il communiquait avec les gens. On se régalait de parler avec lui parce que, premièrement, c'est un érudit, parce qu'il connaissait beaucoup de choses. Il avait vraiment gambadé pas mal. Et il était passionné par cette affaire-là. Il a toujours été passionné, d'ailleurs, par ces choses-là. Puisque, après Gisors, il s'est mis là-dedans. C'était les Templiers, ça a été Rennes-le-Château. Bon, après c'est Gérard de Sède. Tout journaliste qui se respecte doit chercher la vérité avant d'écrire, ou alors il fait un roman. Lui, au départ, il a monté une affaire, une histoire, par ce qu'on lui racontait. Mais il n'a pas eu peut-être le temps matériel d'analyser tout ce qu'on lui racontait. Et puis il en a pris tellement de gens qui étaient des gens qui racontaient des choses qui paraissaient tellement vraies qu'il les a gobés. Plantard et de Chérizet, ils s'en sont amusés, moi je dis, de Gérard de Sède. En 1967, Gérard de Sède sortira le livre qui va bouleverser la vie du village, mais aussi des dizaines de milliers de lecteurs. Son titre, L'Or de Rennes, ou la vie insolite de Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château. Ce bouquin, L'Or de Rennes, va rencontrer un succès phénoménal. Et c'est vraiment le livre dans lequel on va retrouver tous les éléments constitutifs de la légende. Alors les éléments constitutifs de la légende, on les a tous évoqués, mais je les recite juste d'un trait de plume. La Bessonnière s'est enrichie parce qu'il a trouvé un trésor, et non pas parce qu'il a fait du trafic de messe. Et ce trésor et son emplacement, sa cache, obéit à un processus de codage. Donc ce codage, on a vu des parchemins mystérieux, on a vu des inscriptions mystérieuses sur des tombes, on a vu très rapidement que l'église de Rennes-le-Château, de par ses décorations, est également un ensemble codé. Tous ces codes, toutes ces énigmes, en partie basées sur des faits réels, vont fasciner les lecteurs de Gérard de Sède qui viendront à leur tour à Rennes-le-Château constater sur place que le mystère est bien réel. Parmi ces lecteurs, Henry Lincoln, un journaliste de télévision anglais qui va lui aussi s'intéresser à l'ouvrage de Gérard de Sède. Au début des années 1970, il débutera pour le compte de la BBC des enquêtes qui vont exporter le mythe de Rennes-le-Château de l'autre côté de la Manche. J'ai trouvé un ami à la BBC qui était producteur des émissions Chronicle, qui étaient des émissions sujets historiques, archéologiques, et je lui ai montré
le mystère de Rennes-le-Château. On disait, bon, c'est un bon sujet pour les Anglais, parce que toute cette partie de l'histoire de la France, les Templiers, les Cathares, n'était pas du tout connue en Angleterre. Alors c'était parfait. Et le succès de ces documentaires sera considérable. Henry Lincoln sera captivé par cette affaire. Il fera la rencontre de Gérard de Sède, mais aussi de Pierre Plantard. Au bout de quelques années, avec la complicité de 2 écrivains anglais, Henry Lincoln va lui aussi poser une nouvelle pierre sur le mythe de Rennes-le-Château, à travers un livre, L'énigme sacrée, sorti en 1982 et qui deviendra en quelques mois un best-seller. Alors, l'énigme sacrée emboîte en fait tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire Saunière qui a découvert un trésor, mais le vrai mystère de Saunière, c'est pas le trésor, c'est le grand secret qu'il a découvert, et ce grand secret, il va faire trembler l'Église catholique, voire toute la civilisation occidentale, à savoir que Jésus et Marie-Madeleine se sont mariés, ont eu des enfants, et que le tombeau du Christ, le tombeau de Marie-Madeleine sont peut-être dans la région. Donc ce qui va donner une dimension quasi métaphysique à l'affaire de Rennes-le-Château, mais qui vont transformer en une véritable création historique, puisque le prieuré de Sion devient ce qui était avant l'ordre du Temple, et finalement c'est une organisation qui va maintenir secrète toute cette tradition de filiation de mérovingiens d'origine divine. Bon, les extraterrestres, on les a oubliés maintenant. Donc ça va être un boom absolument colossal. En quelques années, les théories développées dans l'énigme sacrée vont se répandre outre-Manche et un peu partout en Europe. Une autre version de l'histoire chrétienne fascinera un public qui pensera avoir affaire dans l'énigme sacrée à une enquête historique. Pourtant, une partie de ces théories ne sont fondées que sur les mystifications de Pierre Plantard. Ça n'a aucune importance si c'est une vérité ou pas. Beaucoup de personnes ont très mal compris ce que j'avais écrit dans ce bouquin. J'ai souvent entendu dire que moi, j'avais dit que Jésus n'était pas mort sur la croix. Que Jésus s'était marié avec Marie-Madeleine. Qu'il avait fait souche. Et sont apparemment des faits que je raconte. Mais non. Je n'avais jamais dit que c'était un fait. Ce n'était rien qu'une hypothèse. Et il n'avait aucune importance si c'était vrai ou pas. L'important, c'est que dans le passé, il y avait des personnes qui ont pris comme croyance. Et donc, ils ont agi avec cette idée, partie de leur foi. À partir de cette époque, on verra fleurir une littérature qui rejoindra les thèmes développés dans l'Or de Rennes et surtout dans l'énigme sacrée. En 2004, sortira le livre qui va secouer le monde et qui sera vendu à plus de 86 millions d'exemplaires. Le Da Vinci Code, signé Dan Brown, sans jamais citer Rennes-le-Château, va pourtant reprendre tous les ingrédients qui ont fait le succès des livres de Gérard de Sède ou d'Henry Lincoln. C'était inévitable. Parce qu'au moment qu'on avait édité l'énigme sacrée, il y avait des petits de 3, 4, 5 ans qui s'en foutaient de l'histoire de l'énigme sacrée. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Après 20 ans, maintenant, ils sont des adultes. Et tout d'un coup, cette même histoire, c'est comme un coup de foudre, encore une fois. Chaque génération, ça recommence. Ce n'est rien de neuf. C'était pas neuf chez nous. Il y avait Hugh Schonfield qui a écrit un bouquin 20 ans avant l'énigme sacrée. Toujours, on répète la même histoire. Chaque génération s'est oubliée et s'est retrouvée. Donc, ça explique pourquoi le Da Vinci Code a fait un grand bruit. C'était exactement ce qu'on avait fait dans
livres sacrés. Le Da Vinci Code sera un succès considérable et surtout au niveau mondial. Un véritable phénomène qui laissera des traces durables dans le cœur et les convictions de ses lecteurs, mais aussi dans la littérature des années qui vont suivre. Le Da Vinci Code a créé un nouveau genre littéraire que moi j'appelle, faute de mieux, la théofiction. C'est-à-dire que ce sont des romans, mais des romans qui tournent autour de ces sujets, c'est-à-dire les lourds secrets de l'Église catholique, le Christ qui n'est pas mort sur la croix, etc., etc. Donc il y en a des rayons de bibliothèque complets maintenant. C'est amusant, hein. Le Da Vinci Code a eu une première conséquence en matière de livres, c'est tous les livres qui commentent le Da Vinci Code, et ensuite a généré un courant de fiction littéraire. Après plus de 50 ans d'une histoire revisitée qui a égrené ses thèses ou ses hypothèses à travers le monde entier, Rennes-le-Château n'aurait donc été que le lit propice à des récits extraordinaires. Mais pourquoi ce lieu ? Il existe réellement de très nombreuses zones d'ombre autour de l'histoire de Béranger-Saunière. Les financements occultes provenant de cercles catholiques ou royalistes n'expliquent pas tout et laissent beaucoup de questions sans réponse. Les constructions du prêtre semblent obéir à des codes précis. Les dessins ajoutés par le curé sur les fresques de l'église n'ont pas été réalisés par hasard et se prêtent à de nombreuses interprétations. Le pilier volontairement retourné et retaillé, ou encore le diable, unique au monde, conçu sur une demande précise du curé. Tout cela pourrait laisser croire à une forme de codage, ou plutôt de message, laissé par l'abbé Saunière pour la postérité. Un autre fait indéniable, le curé de Rennes-le-Château a réellement fouillé et creusé au cœur de son église pendant des mois, et ce, en toute discrétion. Pour moi, il est indéniable qu'il a cherché quelque chose ici. On sait, grâce à son journal intime, qu'il a découvert un tombeau le 21 septembre 1891. Et on sait aussi, par les plaintes des villageois déposées donc en mairie et transmises en préfecture, qu'il a fait des fouilles dans le cimetière. C'est écrit noir sur blanc, ce sont des documents d'époque qui sont conservés aux archives départementales de l'Aude, à Carcassonne. Donc c'est indéniable que Béranger-Saunière a fait des recherches de nature archéologique dans son église et autour de son église. Et que, manifestement, il a trouvé une crypte sous l'église de Rennes-le-Château, puisque cette crypte, son existence est aussi avérée par un vieux registre paroissial. Il est indubitable qu'en 1891, l'abbé Saunière fait au moins une découverte. À partir de là, quelle découverte? Est-ce que c'est une découverte archéologique en faisant des travaux dans son église ou est-ce que c'est un trésor? On ne sait pas, mais on a de nombreux éléments qui nous prouvent qu'effectivement, il y a eu une découverte. Ces faits étaient bien sûr connus des chercheurs de trésors depuis les années 60. Mais a priori, aucun d'entre eux n'a réussi à pénétrer sous l'église de Rennes-le-Château. Il faudra attendre 2002 et 2003 pour que 2 campagnes scientifiques de sondage soient réalisées dans l'église par une équipe américaine de renom. Parmi les protagonistes présents sur place, Paul Sauzet, un architecte belge qui a pu assister au sondage avec l'un des techniciens munis d'un radar de sol. Je lui ai demandé de promener son appareil dans le chœur et de le régler à une profondeur de 5 mètres. Il m'a dit, on verra rien, on comprendra rien. J'ai dit, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir avec précision s'il y a une anomalie dans le sol, mais s'il y a une cavité. Il dit, oui, ça devrait pouvoir marcher. Et donc, effectivement, il a fait un passage dans le chœur. Je n'ai malheureusement pu obtenir les résultats de ce sondage-là que plusieurs mois plus tard. Bien. Mais quand je les ai obtenus, j'ai obtenu donc des données qui étaient tout à fait brutes, et j'ai communiqué ces données à un laboratoire spécialisé, donc ici même en Belgique, et qui m'a dit effectivement, il y a là une absence d'écho en dessous de 3 mètres, et à partir de 5 mètres, il n'y a toujours rien. Donc je pense qu'effectivement, une cavité doit exister sous le chœur, 3 mètres en dessous du chœur, et à 5 mètres, il n'y a toujours pas de plancher. Donc ça doit être assez profond. Une ou plusieurs cavités qui, comme l'indique l'abbé Saunière dans son journal en 1891, pourraient contenir un tombeau. Ce qui est d'ailleurs étrange, c'est que quelques mois avant la découverte de ce tombeau mentionné dans son journal, l'abbé Saunière va se mettre à faire des constructions autour de l'église à ses propres frais, comme si ces travaux étaient une étape indispensable avant de pouvoir accéder au tombeau. Il a monté un plan assez machiavélique, dont la première victime sera d'ailleurs la mairie de Rennes-le-Château. Il a demandé à pouvoir s'approprier
un espace public qui se trouve donc au sud de son église, qui est le fameux jardin en forme de triangle qu'on connaît aujourd'hui. Et il a proposé donc à la mairie de pouvoir clôturer cet espace, donc de murs, de portes fermant à clé, dans le but de pouvoir y faire des constructions à caractère religieux, etc. Bon, ben, la mairie a accédé à sa demande. Quelques semaines après que la demande ait été accordée, on voit effectivement des murs s'ériger, des portes, etc., fermant à clé. Mais donc, avec ce dispositif, Saunière, en fait, donc s'est approprié d'abord à peu près 500 mètres carrés d'espace public, mais surtout, il a barré les accès qui permettaient donc aux paroissiens de pouvoir accéder à l'église, d'une part, et surtout, je dirais, à la muraille sud, là où il avait projeté de faire des fouilles, mais aussi d'accéder au cimetière. Il y avait un truc qui était intéressant aussi, c'est que, donc il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, ben, l'église était essentiellement fréquentée par les femmes. Bon, les hommes, c'est quelque chose que la religion n'intéressait pas beaucoup. Et les femmes avaient porté une dévotion toute particulière à la Vierge Marie, surtout depuis qu'il y avait eu donc les apparitions de Lourdes et probablement même de la Salette. Et ce que Saunière a fait, c'est qu'en fait, alors, il a fait enlever l'autel de la Vierge qui était dans l'église. Il a supprimé donc cet autel, il a enlevé la statue qui était sur l'autel. Et à grand renfort de procession, il a fait inaugurer, mais alors tout à fait en dehors de l'église, à l'endroit qu'on connaît aujourd'hui, donc une nouvelle statue, justement, de la Vierge Lourde. Et donc toutes les dévotes allaient se déplacer, n'étaient plus dans l'église, et allaient donc faire leur dévotion à l'extérieur. Donc il avait le champ absolument libre pour travailler à l'intérieur de son église, défaire le dallage, fouiller. Il n'y avait plus personne, je dirais, pour l'embêter. Mais pourquoi l'abbé Saunière aurait préparé le terrain, dépensé énormément d'argent et fait tant d'efforts autour de l'église et du cimetière avant même de débuter ses fouilles? Le curé savait-il précisément ce qu'il y avait à trouver sous son église? Se pourrait-il que Saunière ait pu disposer de documents ou d'informations très confidentielles? Je pense que l'abbé Saunière a été informé, probablement, très certainement même par sa hiérarchie religieuse, de quelque chose d'intéressant qui pourrait se trouver dans son église. Et donc, à l'occasion de travaux qu'il a menés tout au début de son ministère, donc on est en 1887, effectivement, il découvre un certain nombre de documents dans un pilier probablement d'une statue qui s'était écroulée au moment de ses travaux, et qui lui ont sans doute révélé un certain nombre de choses, qui lui ont révélé probablement, d'une part, l'existence donc du tombeau, et probablement aussi l'existence de la crypte avec les endroits par lesquels il pouvait y accéder. La raison pour laquelle je crois ça, c'est qu'effectivement, son supérieur hiérarchique, Monseigneur Billard a donc été nommé en fait ou promu à l'archevêché de Carcassonne par son mentor de l'époque, Monseigneur de Bonnechose. Et Monseigneur de Bonnechose, on le sait, pas les ordonnances pastorales. Les ordonnances pastorales, ce sont les comptes rendus des visites que les évêques effectuaient à intervalles réguliers dans les églises de son diocèse. Monseigneur de Bonnechose était particulièrement attentif et particulièrement méticuleux dans toutes les églises qu'il visitait, comme si véritablement il cherchait à trouver quelque chose. En approfondissant un petit peu le sujet, je me suis aperçu donc que, évidemment, au XVIIIe siècle, et en tout cas jusqu'à 1740, je pense que l'existence du tombeau de la crypte était connue de tout le monde. Malheureusement, la Révolution en 1789, enfin un petit peu plus tard, 1792, a fait que le dernier évêque du diocèse d'Alais, dont dépendait à l'époque Rennes-le-Château, est parti en exil à Sabadell, près de Barcelone. Il a emporté avec lui les archives, les reliques, etc., etc. Après les orages de la Révolution, un certain nombre de prêtres sont remontés donc dans le Languedoc et ont sans doute repris ou ramené avec eux les archives qui avaient été emportées avant la Révolution. Et ils ont tout simplement remises à l'évêché de Carcassonne, qui venait d'être nouvellement créé donc, par Portalis, qui était donc le ministre du culte de Napoléon Ier. Et me semble-t-il que ces archives doivent toujours être là. Bon, en tout cas, il me semble évident que les évêques qui sont succédés à Carcassonne, dont Monseigneur de Bonnechose, ont dû avoir connaissance de ces archives, et ils y ont peut-être trouvé quelque chose de particulier, et que c'est la raison pour laquelle ils ont missionné en quelque sorte, pas seulement l'abbé Saunière, mais probablement d'autres curés dans d'autres villages, en leur demandant, écoutez, essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose
spécial ou d'intéressant à trouver dans votre église. Et c'est, à mon sens, comme ça que les choses se sont passées. Et pour bien comprendre ce qu'il y aurait de spécial ou d'intéressant à trouver à Rennes-le-Château, il faut remonter le temps, au VIe siècle, lors de l'invasion de la région par les Wisigoths. À cette époque, l'évêque de Carcassonne a dû quitter sa cathédrale au plus vite pour se réfugier plus au sud, à Rédé, l'ancien nom de Rennes-le-Château. Pour moi, il est tout à fait clair que si l'évêque de Carcassonne se retire à Rennes-le-Château, il ne se retire pas seul. Il est accompagné de son chapitre. Il est accompagné aussi du trésor de la cathédrale, qui sont les reliques. Et donc, il les met à l'abri. Il les soustrait, bien sûr, aux Wisigoths. Il les met à l'abri dans un endroit sûr, qui est très probablement Rennes-le-Château. Et avec, je dirais, tout l'apparat qui convient à la conservation et à la préservation des reliques, très probablement dans une grotte ou une caverne. Bon, le relief karstique, qui est bien connu donc, de la région de Rennes-le-Château, ne devait pas manquer d'offrir des opportunités de grottes, cavernes, galeries souterraines où il y avait moyen donc, de cacher ce genre de trésor. Le véritable mystère de Rennes-le-Château pourrait donc être un trésor religieux et historique caché dans l'une des plus anciennes cryptes de France. La Bessonnière l'aurait redécouverte en 1891 et nul ne sait ce qu'il y a trouvé. L'affaire de Rennes-le-Château garde encore de nombreuses énigmes. On peut s'interroger sur l'extraordinaire goût du secret de la Bessonnière concernant ses fouilles. Le curé aurait-il pu partager ses découvertes avec d'autres ecclésiastiques de la région, dont le curé de Custossa, qu'on retrouvera assassiné en 1897 dans des conditions particulièrement mystérieuses. Saunière aurait-il pu obtenir des informations de la part du curé de Rennes-les-Bains, l'abbé Boudet, qui va en 1886 éditer un livre pour le moins déroutant et qui semble pour beaucoup être un ouvrage codé. Toutes ces questions, et bien d'autres, laissent planer aujourd'hui encore de véritables zones d'ombre sur Rennes-le-Château. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à mes pages Facebook et Instagram pour suivre toute l'actualité et à ma chaîne YouTube Les Oracles de Pitti TV si ça n'est pas déjà fait. À bientôt!